Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je pense que le partage est en cours. Recording in progress. Recording stopped. Donc, si vous permettez, je vais désactiver la caméra pendant la présentation de manière à avoir une bonne communication. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, c'est bon, Lilian, on vous entend et votre présentation est sur l'écran. Très bien, parfait. Donc, merci beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup, cher ami, professeur Leila, de m'avoir associé à votre colloque et avec grand plaisir que je donnerai cette présentation que j'ai intitulée Learning Lab, comment concevoir un dispositif d'innovation pédagogique. Donc, je suis Lilia Chimiki-Belkadi, je suis maître de conférence habilitée à diriger les recherches en informatique à l'Université de Sousse, en Tunisie, et je suis la coordinatrice de la cellule d'innovation pédagogique et numérique au sein de mon université. Donc, je voudrais, à travers cette présentation, en fait, revenir sur le concept Learning Lab. Mais avant d'aller vers le concept Learning Lab, je souhaiterais reprendre avec vous la manière avec laquelle nous avons vécu un peu cette crise sanitaire lors de la dernière année. Donc, nous avons vu qu'il y avait un problème d'accès à l'information et d'accès aux enseignements qui ont concerné en fait les trois piliers de l'opération pédagogique, le formateur, le contenu et l'apprenant. L'impact de cette crise a été visible quand on devait passer à l'enseignement numérique et on avait constaté des problèmes du côté du formateur contenu, du côté de formateur apprenant et du côté apprenant contenu. Je reviens un tout petit peu par rapport à ces constatations pour pouvoir un peu cadrer le projet Learning Lab dans lequel j'ai été très active, donc je coordonnais ce projet à l'échelle de mon université et pour un peu vous présenter la manière avec laquelle nous avons conçu ce concept de Learning Lab. Donc finalement, si on regarde un petit peu ce que nous avons vécu, on va dire que nous sommes passés par trois principales phases. La première phase était relative à la continuité pédagogique. La deuxième phase est relative à l'hybridation et la troisième phase est relative à l'innovation. Commençons par la première phase. Donc, au cours de la première phase, qui est la phase de la continuité pédagogique pendant cette crise, nous avons vu que finalement, ce que nous avons vécu n'était pas réellement de l'enseignement à distance. C'était un enseignement en situation de crise, c'était un enseignement en ligne d'urgence, parce qu'il fallait s'adapter à différents contextes. Et puis, si je reprends maintenant ces trois piliers, c'est-à-dire le contenu, le formateur ou l'enseignant et l'apprenant, et on regarde un petit peu quels sont les problèmes qui ont été vécus. On voit que du côté de contenu, nous avons constaté que beaucoup de contenus n'étaient pas numérisés, qu'il y avait une faible intégration de l'élément multimédia, que ces contenus étaient hébergés sous différents environnements. Et que finalement, il n'y avait pas beaucoup d'activités d'apprentissage qui étaient numérisées. Maintenant, du côté des enseignants, ici je mets une petite capture d'un sondage qui a été mené par une ONG en Tunisie et qui a essayé de voir les problèmes rencontrés par les enseignants, et on voit qu'à travers cette petite capture d'écran, que 60% des enseignants estiment que ça n'a pas été facile de transmettre l'information au cours de cette crise. Donc, les problèmes rencontrés, c'était peut-être un manque de compétences en termes d'utilisation éthique, et ça, on l'avait déjà constaté auprès de certains de nos chers collègues, une certaine réticence même à l'enseignement à distance, une diversité des outils utilisés,
on avait constaté, et certainement je suppose également au Maroc, que ça a été peut-être le cas, on a constaté que beaucoup de nos collègues avaient tendance à retenir les scénarios présentiels en ligne. Et donc, on avait en fait, en quelque sorte, un moyen transmissif d'enseignement en ligne. Pour cela, pour remédier à ce problème, par exemple, à l'échelle locale, au niveau de mon université, nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement auprès de nos collègues. Ce dispositif d'accompagnement a concerné à peu près 600 enseignants et nous avons essayé, à travers un réseau de correspondants e-learning au sein des établissements, de pouvoir animer des formations qui vont permettre, en quelque sorte, de donner un peu les bases nécessaires pour pouvoir assurer cette continuité pédagogique et de pouvoir faciliter l'inscription des apprenants aux plateformes d'enseignement à distance. Et nous avons bien sûr créé même des communautés d'entraide numérique. Je reviens à ce qui a été évoqué en début de ce colloque par M. Mostafa Hadou par rapport au dispositif d'accompagnement régional, qui est un dispositif vraiment très innovant, parce que l'AEF avait répondu aux besoins de notre région, aux besoins particulièrement de notre région du Maghreb, et un dispositif composé d'un cycle d'enseignement à distance qui reprend un peu les fondamentaux autour de l'enseignement à distance, a été déployé dans les 3 pays pendant 5 sessions et a concerné à peu près 620 enseignants. Ce qui était très intéressant dans ce cycle, c'est qu'il y avait d'abord un expert de chaque pays qui avait donc travaillé sur l'élaboration de contenu conjointement avec donc, ses collègues des 2 autres pays. Donc on était 3 experts des 3 pays, mais en plus ça a concerné différents enseignants des 3 pays et ça a déclenché cette communauté d'apprentissage autour de l'enseignement à distance. Maintenant, du côté des étudiants, nous avons constaté que les étudiants ont rencontré beaucoup de problèmes. Vous voyez un peu ces sondages qui ont été faits en Tunisie, par exemple, et on a vu que beaucoup d'étudiants avaient des problèmes parfois de connexion aux plateformes. Bon, il y a eu des efforts pour permettre la connexion aux étudiants gratuitement, on va dire, mais en plus, on avait constaté qu'ils avaient beaucoup de problèmes en termes de maîtrise des outils et surtout d'utilisation de ces outils, et ils ont constaté en fait qu'il y a eu beaucoup de demandes de la part des enseignants dans une courte période. Bon, ça c'était la première phase. Ensuite, nous sommes passés dans une deuxième phase et je pense que ça a concerné tous nos 2 pays, particulièrement la Tunisie et le Maroc, là où nous nous sommes en fait orientés vers l'apprentissage hybride. Et quand on parle d'hybride, plus particulièrement, je pense que l'hybride dépasse la notion d'enseignement présentiel et numérique uniquement, la combinaison de modalités, mais beaucoup plus, c'est la combinaison de différentes composantes. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai la composante synchrone et asynchrone, si j'ai, par exemple, une diversité ou un mixage des modalités d'interaction ou un mixage des modalités de ressources. Donc, nous avons vécu différentes formes, on va dire, d'hybridation. Et maintenant, nous nous penchons vers la 3e phase qui, je pense, va nous accompagner pendant quelques années et qui concerne plus précisément l'enseignement digital et innovant. En fait, dans le cadre du projet Learning Lab, nous sommes partis d'un constat qui est le suivant. Il est important de mettre en place des dispositifs d'innovation pédagogique qui vont permettre de repenser les relations entre les enseignants et les étudiants. C'est-à-dire, ces dispositifs vont permettre d'incuber en quelque sorte des projets d'innovation pédagogique, mais en plus d'accompagner les enseignants pour leur permettre de déployer leurs initiatives pédagogiques innovantes et leur donner les outils d'assurer une veille sur les innovations pédagogiques. Donc, d'abord, on devrait se pencher sur le concept de Learning Lab. Un Learning Lab pourrait être considéré comme un espace physique, numérique et humain qui va permettre justement
cette incubation et cette expérimentation des initiatives d'innovation pédagogique. Mais ce qui est très intéressant dans ce concept, c'est que les acteurs qui vont intervenir dans ce learning-là peuvent ne pas se limiter aux acteurs académiques. C'est-à-dire, je pourrais également faire intervenir des acteurs du monde socio-économique pour me donner des idées, des réflexions, des suggestions sur mes scénarios d'enseignement et également les scénarios d'apprentissage et qui vont permettre justement d'introduire cette innovation pédagogique et de mettre en place en fait des frameworks d'intelligence collective. Donc c'est en fait un écosystème qui va permettre cette expérimentation et cette mise en place de l'innovation dans ses différentes formes. Plus précisément, le Learning Lab va offrir aux apprenants un espace où ils peuvent découvrir, expérimenter, échanger avec leurs enseignants sur l'introduction de ces technologies dans les scénarios d'enseignement. Ils vont en plus favoriser les interactions et valoriser et rendre visible cet engagement des différentes structures académiques en ce qui concerne l'innovation pédagogique. Ça va favoriser certainement la créativité, la collaboration, la communication, la transversalité des différentes disciplines et l'incubation et la mixité des publics et surtout la mobilité. Première chose que nous avons fait dans le cadre de notre projet Learning Lab, nous avons essayé de définir à partir d'une revue très approfondie de l'état de l'art et des ateliers de co-design, de définir le dispositif Learning Lab. Et nous pouvons partager avec vous la définition que nous avons mis en place et qui a fait l'objet d'une publication que je partagerai tout à l'heure avec vous, où nous définissons le Learning Lab comme un dispositif tridimensionnel. C'est-à-dire que nous allons avoir trois piliers. Un premier pilier, ce sont les espaces, et ces espaces peuvent être physiques ou numériques, et je reviendrai sur ce concept. Un deuxième pilier qui concerne les activités qui vont être déployées au niveau de ces espaces, et finalement la communauté d'usagers qui va adhérer à cette activité, participer à ces activités et être présente dans ces espaces. La démarche que nous avons adoptée pour pouvoir concevoir le Learning Lab est la suivante. Nous sommes, comme je l'avais dit, partis d'une revue de l'état de l'art, d'une analyse des besoins et d'un benchmarking. Ensuite, nous avons adopté la démarche de design based research qui nous a permis en fait de concevoir certaines activités que nous avons déployées dans différents contextes. Je reviendrai aux différents contextes. Ça nous a permis d'évaluer ces activités et de revenir pouvoir ajuster, adapter ces activités. Toutes ces informations sont déjà publiées dans... Pardon. Partage. Alors, c'est encore partagé, je pense. Vous voyez mon écran, s'il vous plaît? C'est bon, Lilia, on voit tout. Très bien. Donc, toutes ces informations ont été déjà partagées dans un article que je donne la réponse. Alors, comme je l'avais dit, nous avons adopté la méthode Design-Based Research qui nous a permis d'abord de problématiser les situations rencontrées dans nos différents contextes, de concevoir des activités adaptées à ces différents contextes, de les expérimenter et finalement d'améliorer et de réviser nos modèles. Vous voyez ici d'abord en ce qui concerne le premier pilier donc, du Learning Lab qui est en rapport avec les espaces. Donc nous avons mis différents espaces dans 4 pays. Je voudrais attirer votre attention que, avant d'aller à cette diapo, que nous sommes, quand je dis nous sommes en fait dans un réseau de Learning Lab que nous avons appelé LETS Learning Lab. LETS pour dire Liban, Égypte, Tunisie et Suisse, mais ce réseau est ouvert pour accueillir d'autres structures académiques qui souhaitent donc participer à notre réseau de Learning Lab. Donc nous avons mis ce réseau pour pouvoir justement d'abord réfléchir sur le dispositif de Learning Lab
mais en plus, pour pouvoir aligner conjointement des activités dans différents contextes et pouvoir donc voir la manière avec laquelle ces activités se sont déroulées. Donc, en termes d'espace, vous voyez ici, c'est des photos des espaces tels qu'ils ont été conçus ou déployés déjà dans les 4 universités. Donc, il s'agit de l'Université de Genève en Suisse, l'Université de Sousse en Tunisie, l'Université d'Alexandrie en Égypte et l'Université AUL au Liban. En termes de communauté, donc nous avons fait adhérer différents collègues avec différentes casquettes, ainsi que des étudiants dans nos activités, et dont nous avons déployé différentes activités. Je reviendrai aux activités qui ont été déployées. Donc le projet il a démarré déjà avant le Covid, avant la pandémie, on va dire en octobre 2019, et on vient en fait de clôturer le projet, mais bien sûr que le réseau restera actif et je diffuse avec vous, on le diffuse pour la première fois, on devrait le diffuser dans peut-être 2-3 jours, le site web de notre réseau. Alors, nous avons mis en place, donc, comme je l'avais dit, différentes activités. Donc, vous voyez ici un tableau qui annonce certaines activités, mais je reviendrai sur certaines de ces activités. Comme je l'avais dit, en termes de communauté, nous avons mis en place des newsletters, des infos sur les sites, des groupes sur les réseaux sociaux et des espaces, comme je l'avais dit, physiques et virtuels. Vous voyez ici, par exemple, une des activités que nous avons menées, particulièrement pendant les périodes de confinement. C'était des activités que nous avons appelées Let's Share. C'est une activité qui a concerné les quatre institutions académiques dans ce réseau et qui nous ont permis, en fait, d'aborder à chaque fois un sujet qui est important à 4 établissements, en particulier, par exemple, l'évaluation en ligne, la continuité pédagogique, les métiers et le numérique. Et par exemple, la dernière activité était beaucoup plus, la parole était aux étudiants, c'est-à-dire que ce sont les étudiants qui avaient donc participé pour partager leur feedback sur la manière avec laquelle ils ont vécu l'enseignement en ligne par rapport pendant la période de confinement. Nous avons en plus, conjointement l'Université de Sousse avec l'Université d'Alexandrie, mis en place une formation, on va dire, pilote qui a permis en fait de repenser ces appris en innovation pédagogique dans les établissements et qui a concerné plusieurs collègues de la région MENA. Nous avons mené cette expérience pendant l'été dernier et ça a été une bonne action, on va dire, une bonne activité parce que ça nous a permis de réfléchir sur les contraintes ou les modalités de mise en place de ces structures d'appui à l'innovation pédagogique dans les différents établissements. Une dernière activité que je souhaiterais partager avec vous et qui va encore être développée, c'est une activité que nous avons menée en fait également à l'Université d'Alexandrie en Égypte et l'Université de Sousse en Tunisie. Nous avons mené une initiative de collecte de ressources éducatives libres à l'échelle de la région MENA et nous avons mis en quelque sorte un challenge ou un défi pour collecter 100 ressources éducatives libres en 100 jours. Et ça a été un challenge assez intéressant parce que nous avons collecté beaucoup plus que ce nombre. Et ce qui était innovant, c'est que nous avons donc collecté des ressources dans les 3 langues, en arabe, en français et en anglais. Et en plus, nous avons pu accompagner nos chers collègues dans la production de ces ressources et dans la réflexion dans des scénarios innovants pour leurs ressources pédagogiques innovantes. Et maintenant, nous sommes en phase de migration vers un environnement beaucoup plus international, de publication de ressources qu'on appelle Lab Exchange. Voici un peu la capture d'écran de notre portail de OER Wiki Athènes. Alors, j'arrive maintenant à la fin de ma présentation pour partager avec vous, si vous le permettez, un feedback ou une certaine réflexion sur le processus que nous avons mené et quels sont, d'après moi, les défis qui restent encore à creuser.
Alors, je reviens en termes de défis, je les ai classés par rapport aux 3 piliers. Donc, nous avons les activités, la communauté et les espaces dans un learning lab. Alors, d'abord, en termes d'activités, il est très très important de mettre en place en fait des dispositifs, des processus qui vont permettre d'incuber des scénarios. Parce que introduire de l'innovation pédagogique, ce n'est pas une activité, on va dire, évidente. L'enseignant doit en fait d'abord incuber son scénario, et le Learning Lab pourrait jouer le rôle justement d'incubateur de scénarios pédagogiques innovants, mais en plus, ce scénario pédagogique innovant va permettre, une fois il est incubé, et on voit comment il fonctionne, il pourra être déployé dans un contexte réel. Et là, il est très important de prendre en considération le fait que l'apprentissage des étudiants devrait être toujours au centre du processus de design. Deuxième point clé dans la conception des activités, c'est l'aspect qualité. Particulièrement, par exemple, en Tunisie, on a des projets maintenant en cours très importants d'appui à la qualité, et je pense que ces projets ne peuvent plus soutenir des actions en rapport avec l'innovation pédagogique et essayer de veiller sur la qualité aussi bien des contenus qui vont être produits, mais également des processus et des démarches qui vont être mises en place. Le deuxième pilier en termes des défis, c'est la communauté. Je pense que nous avons tous constaté, même si on n'était pas impliqué avant dans des processus d'innovation pédagogique ou du numérique, que nos rôles ont changé suite à cette pandémie. Et donc, il est nécessaire que le Learning Lab jouera un rôle pour soutenir les différents acteurs, principalement d'abord académiques, l'apprenant pour qu'il soit beaucoup plus dans le processus d'apprentissage, et l'enseignant pour qu'il changera un peu plus, il ira plus dans le rôle de facilitateur et d'accompagnateur des actions. Et l'implication du monde socio-économique dans la réflexion sur nos scénarios d'enseignement est très très importante parce que ça permettra justement de réduire le gap entre les diplômés de nos universités avec les besoins du marché. Donc le fait d'impliquer les acteurs du monde socio-économique dans la réflexion sur notre manière d'enseigner et notre manière de diffuser l'information au sein de nos institutions académiques, ça va certainement soutenir ce processus d'innovation et va certainement mieux préparer nos chers étudiants au marché du travail. Dernier défi, c'est par rapport aux espaces. Il est très important que maintenant l'innovation elle est de plus en plus soutenue par le numérique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de l'innovation pédagogique sans le numérique, bien sûr qu'on pourrait le faire, mais je pense que la technologie pourrait nous faciliter beaucoup de choses. Donc il est très important de disposer de l'infrastructure technique nécessaire qui va faciliter un peu cette introduction de l'innovation pédagogique. Et bien sûr, il faudrait repenser les espaces. C'est-à-dire, quand on est un Learning Lab, il faut avoir un espace qui va justement permettre cette incubation de l'innovation pédagogique et peut-être réfléchir au modèle économique pour garantir la pérennité de ces espaces, qu'ils soient virtuels ou physiques. Je pense qu'à la fin, pour arriver aux leçons tirées, je pense que nous sommes passés par différentes versions de l'enseignement. Nous sommes passés de la transmission des connaissances dans l'enseignement 1.0 vers l'enseignement en ligne à travers dans la version 2.0 avec les réseaux sociaux, ensuite avec l'enseignement 3.0, c'est-à-dire où l'apprenant était davantage impliqué dans la construction des connaissances, et je pense que maintenant on parle de l'industrie 4.0 mais également de l'éducation 4.0 qui est davantage orientée vers l'innovation et vers l'ouverture de l'enseignement et de l'apprentissage. Il est très important
d'adopter une approche de design-based research, parce que cette approche va permettre non seulement de concevoir des modèles, mais en plus de pouvoir les expérimenter, de tirer des leçons pour pouvoir réajuster et adapter selon le retour que nous allons recueillir. Donc ça va déclencher certainement un processus d'évaluation continue, mais en plus, ça va permettre nécessaire de donner un cadre institutionnel au learning, parce que c'est de cette manière-là qu'on va garantir la pérennité de telles structures dans nos établissements et de pouvoir impliquer les acteurs. Je vais partager avec vous, par exemple, ce que nous avons fait à l'Université de Sousse. Nous avons choisi, par exemple, que le Learning Lab soit mis en place au niveau du bâtiment administratif de l'université. Et ça n'a pas été mis en place au niveau d'une institution académique, donc au niveau d'une faculté, au niveau d'une école, d'un institut supérieur, mais au niveau du bâtiment administratif, pour qu'il accueillera les enseignants, les étudiants des différentes disciplines, et pour briser cette vision, on va dire, du bâtiment de l'université comme étant juste un bâtiment pour assurer la démarche administrative. C'est-à-dire les enseignants, quand ils vont à l'université, c'est également pour préparer des scénarios pédagogiques innovants. Donc leur implication va être peut-être meilleure. Et je finis avec la dernière diapo. Je pense que tout ce que nous avons vécu pendant les derniers mois aurait pris peut-être plusieurs années s'il n'y avait pas cette pandémie, et je pense que c'est peut-être la seule chose positive de cette pandémie. Et je pense qu'il faudrait maintenir cette adhésion au numérique qui va être certainement un levier de l'innovation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis très de poser des questions. Voilà. Merci. Bravo, merci infiniment, Madame Cheniti, toujours vos interventions tellement riches et ô combien intéressantes et innovantes. Donc, bien entendu, nous avons vécu exactement la même situation au Maroc et au niveau de nos universités, mais nous avons tous mis la main à la pâte, sauf que bon, l'enseignement à distance, effectivement, c'était pas ça, ce sont des outils qui ont été utilisés durant la pandémie dans l'urgence, parce que l'enseignement à distance, c'est une autre chose, c'est autre chose. Et les spécialistes diront, bien entendu. Mais tout le monde y a mis du sien et toutes les structures ont développé des plateformes et des outils. Et l'essentiel pour nous, c'était que l'étudiant n'abandonne pas et que l'étudiant ne soit pas perdu en cours de route. Et au niveau de la faculté des sciences de l'éducation, et là, Lilia, je te rejoins et j'espère bien que nous allons rejoindre votre réseau de Fab Lab et d'incubateurs ô combien intéressantes, parce qu'au niveau de la faculté des sciences de l'éducation, et avec justement les étudiants de la filière de professeur Belgouden, tout ce qui est innovation pédagogique, durant le confinement, les étudiants ont été acteurs de leur apprentissage. Et ils ont pu justement créer des capsules d'une créativité, je dirais, qui a dépassé toutes nos espérances. Ça a permis justement une prise de conscience de ces étudiants et en étant acteurs, ils ont pu non seulement abandonner leur état dépressif où a plongé ce virus tous nos étudiants, et en même temps, ils ont participé à la formation au niveau de notre faculté et au niveau de notre université. Nous avons donné 3 ou 4 formations au niveau du centre e-learning également, la faculté de droit, d'économie, et tout le monde y a mis du sien. Par contre, Lilia, merci infiniment parce que l'incubateur pédagogique, véritable écosystème, véritable lieu et espace de créativité, crois-moi que l'ETS va certainement avoir la lettre N pour Maroc et on compte bien vous rejoindre, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Ça sera honoré de... C'est très gentil. Tout l'honneur sera pour nous, Lilia, vraiment. Donc là, je suis persuadée que certains de nos étudiants voudraient prendre la parole et vous poser, bon, je tutoie Lilia, qui est une collègue de longue date,
Et donc, ils vont vous poser certaines questions. Donc, j'aimerais bien savoir où est le micro et donner la parole à... vous avez... Oui, Kenza, qui d'autre? Zinette? Mademoiselle? Allez-y, posez des questions. C'est l'occasion, c'est un espace d'échange. Les colloques, c'est d'abord pour vous. Et ce colloque est pour les étudiants. Vous êtes au centre de ce colloque. Donc, s'il vous plaît, prenez la parole et posez des questions aux experts. Et encore une fois, merci infiniment, Lilia. Et j'ai à ma droite M. Lionel Roche, qui va certainement vous contacter également, et qui fait partie de l'Université Mohamed VI, Polytechnique de Benguir. Avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour, Madame Bonjour. Lilia. Bonjour. Enlève ton masque. Voilà. Bonjour, Madame Lilia. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci à vous. Merci, très bien. Merci, Madame. Je vous remercie pour cette présentation concernant le Learning Lab. Je remercie Madame Leila Bilhaj, Monsieur Nafidi, Madame Riloudi et tous les participants qui ont été... Monsieur Zoumouden, aussi tous les participants. Je m'appelle Aros Pinza, étudiante en première année master technologie de l'éducation et innovation pédagogique. Ma question c'est autour des différentes formes d'innovation qui sont promues dans un Learning Lab. Vous avez cité Madame juste l'innovation pédagogique. Est-ce qu'il existe d'autres formes d'innovation? Merci. Merci beaucoup. Tu préfères prendre toutes les questions? Je peux répondre rapidement à cette question. Merci beaucoup, Mademoiselle Kenza, pour la question. Dans le Learning Lab, nous avons uniquement focalisé sur l'innovation pédagogique. En ce qui concerne l'innovation technique, il y a d'autres espaces qui peuvent accueillir cela et on a d'autres projets qui s'intéressent beaucoup plus à l'innovation technique. Nous avons par exemple eu l'occasion, je partagerai ça avec vous, d'ailleurs si vous avez l'occasion de regarder un peu le site web de ce que je vais dire maintenant, c'est intéressant. Nous avons, lors de la réunion de clôture de ce projet à l'Université de Genève, il y a 2 semaines exactement, avant la fermeture de tous les aéroports, on va dire, nous avons eu l'occasion de visiter le FacLab de l'Université de Genève. C'est un espace d'innovation technique, technopédagogique, on va dire, qui est chapeauté par le professeur Daniel Schneider. Et vous pouvez consulter le site de cet espace. Moi, personnellement, j'étais impressionnée, honnêtement, de la manière avec laquelle cet espace est conçu et comment il peut vraiment incuber des idées innovantes de start-up autour de l'innovation technopédagogique, on va dire. Donc, par contre, nous, dans le Learning Lab, on est beaucoup plus dans le concept innovation pédagogique. Voilà. Merci beaucoup, Mademoiselle Kenza. Merci infiniment, Lilia. Donc, je donne la parole à Zinette. Et c'est ça? Bonjour. Bonjour. Je suis Zinette Barari. Je suis étudiante en première année master en technologie de l'éducation et innovation pédagogique. D'abord, je tiens à vous remercier, Madame Lilia, pour votre communication, pour la qualité de votre communication que je trouve une richesse abyssale. Mais je remercie en s'adressant aussi à nos professeurs de la filière. Et de manière spéciale à Madame Bilhaj pour ses efforts colossaux sont aussi à notre égard. Donc, Madame, maintenant on voit que les classes inversées, les Fab Labs, Service Gaze, e-learning ou encore le Learning Lab, ce sont des pédagogies innovantes dans le domaine de l'enseignement. Donc, ma question, s'il vous plaît, quelle est la spécificité
du Learning Lab dans toutes ces pédagogies. Est-ce qu'il a vraiment du succès? Quel est son futur et que diront les pédagogues du futur de ces nouveaux lieux d'apprentissage? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Je pense que le Learning Lab, c'est le dispositif qui accueillera toutes ces approches, toutes ces réflexions. C'est-à-dire, imaginons que l'enseignant souhaiterait produire un scénario de classe inversée dans son enseignement. Mais il n'a pas d'idée comment concevoir son scénario pédagogique innovant. Il ne sait pas comment l'orienter vers les besoins du monde socio-économique. Il ne sait pas comment l'orienter vers les profils des différents apprenants, quel degré de technologie il devrait introduire. Et c'est à travers un tel dispositif de Learning Lab où ça va lui donner les outils nécessaires pour pouvoir concevoir son scénario, pour pouvoir l'incuber, c'est-à-dire qu'il pourrait même l'expérimenter auprès de certains étudiants et voir si c'est vraiment, il marche ou non, son scénario, et après le déployer en situation réelle. Donc il faut imaginer que le Learning Lab, beaucoup plus, c'est un concept, c'est un dispositif qui va faire fédérer, ou faire accueillir différents acteurs ou différentes composantes de manière à pouvoir mettre en place le cadre nécessaire pour pouvoir faire réussir l'introduction de l'innovation pédagogique. Je ne vous cache pas, quand je parle de l'innovation pédagogique auprès de mes collègues, ils sont très réticents parce que pour eux, c'est quelque chose de difficile à mettre en place. Ils ne savent pas par où commencer, comment ils peuvent être sûrs qu'ils sont en train d'innover. Donc, c'est un cadre qui va permettre justement d'accompagner les enseignants dans cette nouvelle réflexion sur leur manière d'enseigner. Et vous êtes très jeunes, vous êtes des étudiants, vous savez que vous apprenez différemment. Vous n'apprenez pas comme moi quand j'étais à l'université. Je le vois déjà avec mes chers étudiants. Donc, vous avez d'autres besoins en termes d'apprentissage et d'enseignement. Je pense que quand vous êtes en entier devant un enseignant innovant, vous le remarquez très rapidement parce qu'il enseigne différemment. Donc, c'est une manière de faire impliquer justement l'étudiant pour accompagner également l'enseignant dans une nouvelle réflexion sur sa manière d'enseigner. Voilà. Bonjour madame, bonjour tout le monde. Bonjour. Je souhaite d'abord vous remercier, professeur Ilia. Je souhaite remercier aussi professeur Leila Belhaj, professeur Belmoudel et aussi professeur Naïd. Pour appuyer ce que madame Belhaj a dit, il est vrai que nous avons vraiment créé des capsules vidéo, nous avons créé des cours interactifs, des cours sur des LMS comme par exemple Moodle. Ce que je veux vous demander, c'est que quel est le rôle de l'étudiant ou de l'apprenant au sein du Learning Lab? Très bien. Très très bonne question, merci beaucoup. C'est une excellente question. Et c'est ce qui justement change. Parce que certains de nos collègues, quand on parle du Learning Lab, ils croient que c'est un espace de formation pour les enseignants. Or, ce n'est pas le cas. Quand on fait de la formation pour les enseignants, c'est une formation uniquement pour les enseignants. Et les étudiants ne sont pas présents. Donc, dans le Learning Lab, c'est justement l'étudiant qui va être impliqué. L'étudiant va être là pour, donner son feedback par rapport à la manière avec laquelle il est enseigné, par rapport à un module donné ou par rapport à une certaine discipline, mais en plus, pour expérimenter également avec l'enseignant les scénarios qui vont être conçus.
Donc, il faut imaginer que c'est un environnement qui va impliquer pas uniquement l'enseignant, parce que ça ne sert à rien que moi je vais imaginer un scénario innovant et après ce n'est pas approprié à mes étudiants, ou ça ne marche pas, ou ça ne répond pas à ce qu'ils souhaitent avoir. Donc, c'est beaucoup plus dans une logique de retour d'expérience de la part des étudiants, de certaines suggestions et d'incubation de ces scénarios d'expérimentation. Donc l'étudiant va être d'abord dans une position de suggestion, parce que certaines réflexions viennent de l'étudiant d'abord, avant de l'enseignant, et ensuite l'expérimentation, parce que certains vont être impliqués dans l'expérimentation avant le déploiement réel au niveau des institutions. Voilà. Infiniment, Lydia. Je sais que tu suis, donc vous allez suivre à distance le colloque. Et donc, je pense que toute la salle te remercie pour ton intervention qui est très riche. Je suis désolée, on est obligé de passer au panel. Bien sûr. Et donc, je pense que s'il y a d'autres questions, on les enverra à Madame Lilia Chanité. Avec grand plaisir. Merci. Voilà, merci. Très bonne journée. Très bonne journée, Lydia. Au revoir.